Pour avoir une bonne journée, il faut avoir une bonne santé. Parce qu'avec une bonne santé, vous êtes sûr de vaquer à vos occupations. Et quand vous avez des soucis de santé, nous avons des personnes ici qui peuvent vous conseiller, vous trouver des solutions. Et celle qui mène les débats, c'est bel et bien Yasmine Damata. Yasmine, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, comment vous vous portez? Je vais super bien. Et vous? Ça va, au plaisir de partager ce plateau avec vous. D'accord, plaisir partagé. Alors, comme vous le savez bien, porter la grossesse pour une femme, fidèle téléspectateur, bonjour à vous. Porter la grossesse pour une femme, c'est une joie, encore plus pour la famille quand cette dernière porte un bébé. Mais cette joie peut être perturbée quand cette femme porte en son sein un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, avec notre spécialiste, Komla Agaussou, qui est gynécologue obstétricien, on va parler du cancer du sein quand elle est perturbée par... Non, on va plutôt parler d'une grossesse quand elle est perturbée par un cancer du col de l'utérus. Bonjour, docteur. Bonjour, Yasmine. Alors, comment vous vous portez pour nous ce matin? Comme un charme. Et ça se voit très bien, mais... toutes les femmes ne se porteront pas bien si on ne leur apporte pas l'information sur ce qu'est une grossesse, quand cette grossesse est encore perturbée par un cancer du col de l'utérus. Et déjà à long terme, on voudrait bien savoir, le cancer du col de l'utérus, c'est quoi? Alors, le cancer du col de l'utérus, comme on a dit, comme dit le thème même, c'est un cancer d'abord et c'est bien localisé. Donc, c'est une maladie du col de l'utérus. C'est une maladie cancéreuse et le cancer est connu comme une maladie très difficile parce que difficilement curable. On n'en guérit pas souvent et pas complètement. Alors, le cancer du col de l'utérus est une maladie qui a un point de départ infectieux. Donc, ça commence par une infection par le virus que l'on appelle le virus de la papillomatose humaine ou HPV ou VPH. Et ce virus, quand il infecte le col habituellement, l'infection guérit spontanément. Mais dans 2 cas sur 10, l'infection va persister au bout de 2 ans. D'accord. Et c'est après cette persistance que des anomalies peuvent apparaître par la multiplication de cellules anormales au sein du tissu du col de l'utérus, ce qui peut donner le cancer du col de l'utérus au bout de à peu près 5 à 10 ans d'évolution. Ce qui fait qu'on a quand même du temps pour découvrir ces lésions. Heureusement, on sait les découvrir et une fois découverte, on peut traiter avant même que le cancer n'apparaisse. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de la survenue du cancer, malheureusement, chez des femmes déjà enceintes. Oui, chez les femmes déjà enceintes. Et quand la femme est enceinte, comment diagnostiquer qu'elle a un cancer du col de l'utérus? Alors, les femmes enceintes qui sont concernées sont celles qui sont mal suivies, évidemment, parce que, comme j'ai fait le développement tout à l'heure, normalement, le cancer du col, on a le temps de découvrir si on surveille. D'accord. Donc, quand vous parlez de surveillance, c'est quand on fait souvent la consultation, faire son diagnostic à chaque fois. Voilà. Et faire le diagnostic, c'est faire un frottis, comme par exemple, faire un dépistage du cancer du col de l'utérus par le test du VPH, par exemple, ou aller en consultation gynécologique et se faire un test colorimétrique que l'on appelle le test IVA-IVL ou à l'acide acétique et au lugol. Donc, ce sont des moyens de dépistage qui existent et qui sont efficaces et mis en œuvre au Bénin depuis beaucoup de temps. Alors, donc, c'est ces tests qui permettent de découvrir avant que l'on ne soit enceinte. Mais malheureusement, il va se faire que certaines femmes, ou beaucoup, ne se sont pas encore prêtées au jeu. Et c'est chez celles-là qu'on pourra avoir le problème au cours de la grossesse. Et la découverte se fera parce qu'un examen systématique sera fait à toute femme enceinte qu'on a vue et qu'on s'est rendu compte qu'elle n'a pas été dépistée depuis longtemps.
Donc, elle est tombée enceinte, mais depuis plus de 2 ou 3 ans, elle n'a pas fait de frottis. Oui. Alors, on lui en fera un en début de grossesse. Et ce sera le moyen de diagnostiquer cette anomalie du cancer du col. D'accord. Alors, docteur Komla Agosto, moi, je vais vous poser la question certainement qui brûle les lèvres de tous les téléspectateurs ou téléspectatrices, toutes les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que la survenue ou le traitement du cancer du col de l'utérus pendant que la femme est en état de grossesse a, disons, une conséquence sur le bébé qui viendra? Ah, évidemment, la maladie est heureusement rare. Déjà, l'association cancer du col de l'utérus et grossesse est assez rare. Je ne vais pas dire extrêmement, mais on peut dire que c'est à peu près un cas pour 10 000 grossesses. Donc l'incidence est très faible. Disons aussi que, évidemment, un gros problème se pose parce que c'est un traitement lourd. Oui. Et donc, ça impacte la grossesse de plusieurs manières. L'issue de la grossesse est hypothéquée très souvent. Est-ce que la grossesse va accoucher? Est-ce que on interrompt la grossesse? Il faut interrompre la grossesse? La question se pose. Il faut déjà dire que le cancer ne va pas envahir le fœtus. Donc, il n'y a pas de risque que le fœtus attrape un cancer. Ce n'est pas contagieux. C'est déjà pas rassurant. transmissible. D'où le problème n'est pas vraiment le développement fœtal. Le fœtus va se développer normalement jusqu'à la fin. Le problème qui se pose, c'est le problème du délai du traitement. C'est combien de temps va-t-on mettre pour traiter ce cancer et avec quels moyens, à quel moment. Donc, là où il y a tous les moyens, je ne vous apprends rien en disant que nous n'avons pas encore tous les moyens pour traiter efficacement le cancer du col. On s'apprête. Donc, là où il y a tous les moyens, quand c'est au début de la grossesse, donc dans les 3 à 4 premiers mois, on va essayer de savoir si le cancer a progressé vers des ganglions, donc les ganglions pelviens. Et c'est des formations lymphatiques, c'est des nœuds du système vasculaire lymphatique. Vous savez que dans le système vasculaire, il y a les artères, les veines et les lymphatiques qui drainent les liquides dans notre corps. Et les lymphatiques sont des canaux de diffusion connus des cellules cancéreuses. Et donc, on recherche l'envahissement des ganglions au niveau du bas-ventre. C'est là qu'on appelle le pelvis, donc la partie située autour de l'utérus. On recherche leur envahissement par des cellules cancéreuses, ce qui est un élément de gravité. Ça donne une urgence pour mettre en œuvre le traitement. Alors, on peut faire cela par voie endoscopique, ce qu'on appelle la cœlioscopie. Donc, on n'a pas besoin de faire une opération à ventre ouvert. Et on peut le faire jusqu'à ce que la grossesse ait 4 à 5 mois. On n'est pas dérangé. Dans ce cas-là, on peut attendre que la grossesse évolue vers... on peut attendre à peu près 8 à 10 semaines. On va faire une petite digression. Vous avez parlé tout à l'heure de ganglions. Ôtez-nous d'un doute, s'il vous plaît, ou bien éclairez les téléspectatrices qui nous suivent. Souvent, on entend les femmes parler de kystes, de myomes et tout ça. Est-ce que... on sait que les ganglions aussi sont de petits nœuds, de petites boules, pour schématiser ça comme ça. Quelle est la différence entre les ganglions, cellules cancéreuses, et puis les kystes et les myomes? Alors, rien à voir, en fait. Mais évidemment, je comprends la question, puisque habituellement, il y a beaucoup de panique et beaucoup de confusion. Alors, les kystes sont des formations qui sont liées à l'ovaire. Les myomes ou les fibromes sont des formations qui sont liées généralement à l'utérus, rarement à l'ovaire. Mais
quand on parle de fibrome ou de myome, c'est surtout l'utérus qui a de ces boules, de ces formations en tumeur qu'on appelle fibrome. Donc, ça n'a pas de rapport du tout avec ces ganglions qui sont plutôt des structures bien plus petites et c'est des confluences en fait. Donc, c'est des zones de confluence. Il y a beaucoup de vaisseaux qui viennent et qui... c'est comme... vous voyez la tuyauterie en plomberie, il y a des coudes quand on raccorde plusieurs tuyaux. Le circuit. Voilà. Donc, les ganglions lymphatiques sont des sortes de coudes comme ça qui reçoivent plusieurs vaisseaux lymphatiques. Donc, c'est exactement ça. Alors, docteur, moi, je voudrais bien savoir, est-ce qu'une femme qui porte déjà le cancer du col de l'utérus peut tomber enceinte? Oui, évidemment, si on découvre le cancer au cours de la grossesse, c'est bien qu'il existait déjà. D'accord. Mais Donc, non, c'est le cas de cette femme qui porte déjà le cancer du col de l'utérus, qui sait déjà qu'elle porte un cancer en elle et qui tombe enceinte. Est-ce qu'il faut que cette personne tombe enceinte ou elle doit éviter de tomber enceinte? Alors, une femme qui a le cancer du col de l'utérus diagnostiqué Oui. ne devrait plus être en position d'aller tomber enceinte puisqu'elle a une urgence thérapeutique. Il y a un lien direct entre la vitesse avec laquelle on traite le cancer, ou je vais dire la rapidité avec laquelle on traite le cancer, et les chances de guérison. Donc, si une personne a ce diagnostic et se décide d'aller tomber enceinte, c'est que quelque chose n'a pas bien fonctionné, elle n'a pas bien compris les enjeux. Parce qu'elle est en train de repousser à plus tard quelque chose qui va lui sauver la vie. D'accord. C'est-à-dire le traitement précoce. Oui, le traitement précoce va lui sauver la vie, mais le traitement tardif va de toutes les façons lui limiter les chances de survie. C'est tout le problème que nous avons en Afrique avec le col de l'utérus, qui est le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein. Ok. Vous regardez les statistiques des pays avancés, vous allez constater que c'est en 4e ou 5e position. Parce que le traitement est efficace et le dépistage très précoce. Il y a une question qui revient très souvent, docteur. Comment et ça, c'est tout le monde qui se pose la question. Vous, acteur de la santé, vous avez beau expliquer, qu'est-ce qui concrètement et au finish apporte les cancers? Le cancer est lié d'abord au virus. Comme j'ai dit, c'est l'infection virale. Donc, l'infection virale, c'est le fait de comportement. Et derrière le motif de l'infection virale, il y a des cofacteurs, la multiplicité des partenaires, le fait d'avoir plusieurs partenaires. Et on a plusieurs partenaires de plusieurs façons. Soit la femme elle-même, elle a plusieurs partenaires, soit elle a un partenaire qui a plusieurs partenaires. D'accord. Ou elle-même, elle a plusieurs partenaires et son partenaire a plusieurs partenaires. Et donc, Et assez dans ce de cas ramifications là. Et dans ce cas, elle est le risque de s'infecter au papillomavirus, au bien sûr, papillomavirus, qui donnera plus ce tard... qui va entraîner plus tard des lésions au niveau du col de l'utérus. Et l'autre problème, c'est la précocité des rapports sexuels. C'est les accouchements précoces. Donc, et la précocité des rapports sexuels, vous n'êtes pas sans savoir que c'est notre apanage. Et justement, quand vous parlez de précocité des rapports sexuels, est-ce qu'il y a un âge où il faut conseiller aux parents de bien surveiller les enfants, ou bien parler aux enfants eux-mêmes pour dire un enfant ne se positionne pas pour faire les choses de grand au risque d'avoir des problèmes de grand pendant qu'il est petit? Vous avez tout dit. C'est une question d'éducation. C'est une question de transmission de valeurs. Mais quoi qu'il en soit, les rapports sexuels sont compris comme une activité de l'âge adulte, donc vers 18 ans. Merci. Et plus.
Donc, à partir de 18 ans, on est moins exposé. Ce n'est plus précoce. Les rapports sexuels ne sont plus précoces. D'accord. Mais 18 on ans. n'est pas moins exposé à avoir l'infection. Du tout. Quand on parle de précocité des rapports sexuels, ce n'est pas tant le risque infectieux que l'immaturité du corps. Vous êtes exposé à un facteur à un jeune âge, votre exposition est plus longue et votre capacité de défense n'est pas forcément adaptée. Donc ça, c'est des questions vraiment qui entrent en jeu. Et il y a les accouchements précoces, les accouchements avant... Rapprochés. Les accouchements précoces. Quelle est la Avant- différence entre les accouchements précoces et les accouchements rapprochés? Les accouchements rapprochés, c'est qu'entre deux accouchements, il y a un délai qui est inférieur à 1 an. Ok. Ou à 2 ans, pardon. Ça, Les c'est les accouchements accouchements précoces. rapprochés. Mais accouchement précoce, c'est l'âge d'accouchement, D'accord. qui est 12 ans. avant 18 ans. D'accord. Donc, il y a la multiplicité des accouchements, donc plus de 5 accouchements. C'est un facteur de risque aussi. Le tabac, c'est un facteur de risque. Est-ce qu'on peut dire les supplémentaire. produits que les dames utilisent pour parfois, ces tisanes qu'elles utilisent pour dire qu'elles sont en train de serrer soit leur col ou de lutter contre les infections au lieu de prendre normalement les médicaments, est-ce que ce serait également des causes de cancer? Jusque-là, aucune étude n'a prouvé. Donc, on ne peut pas s'avancer sur le terrain. Alors, à quel moment le cancer du col de l'utérus devient un danger pour la femme enceinte? Le cancer du col est déjà un danger. Ça ne devient pas. Le cancer en lui-même est déjà un problème. C'est un problème. L'association du cancer du col avec la présence du cancer du col, c'est un danger. Parce Déjà, que vous c'est avez vital. dit tout à l'heure que ce n'est pas un danger pour le fœtus. C'est pas un danger pourra- pour le fœtus. Oui, qui pourra aller à terme. Voilà. Mais c'est un danger pour la grossesse. D'accord. Parce qu'on va décider, il faut décider plutôt de à quel moment on va faire le traitement lourd. Alors, je rappelle que le traitement du cancer du col comprend la chimiothérapie. Oui. Donc, c'est des médicaments qui sont utilisés pour tuer les cellules cancéreuses et donc qui tuent aussi un peu les cellules normales. Oui. La grossesse étant un truc qui est en train de se développer, si on utilise certains ou la Médicaments. plupart des médicaments de chimiothérapie, on va arrêter le cours de la grossesse. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Oui, il y a un vrai danger. La radiothérapie, c'est l'exposition à des rayons ionisants. Ça va atteindre les fonctions du fœtus. Parce que c'est des facteurs qui font transformer les cellules. Donc, les cellules en évolution, en division, c'est ce qu'il y a le plus chez un fœtus. Il est en pleine croissance, donc il y a beaucoup de divisions cellulaires. Si on expose à des rayons, X. il y a des risques de développement de cancer au sein du fœtus. Oh. Et donc, le traitement Donc, pose encore un autre problème. On ne peut pas traiter la bébé, femme... au futur bébé. Voilà, on ne peut pas traiter la femme enceinte comme on veut. Même les méthodes diagnostiques, il faut faire de l'imagerie. La radiographie est toxique pour le fœtus. Il faut mettre des protections. Et même là, il y a quand même un petit reste d'irradiation. L'IRM qu'on va faire, on ne pourra pas faire d'injection. Parce que Donc, autant d'étapes qui il y a sont- beaucoup de difficultés. Or, la réalisation d'un IRM est subordonnée à des injections, à certaines injections, voilà. Voilà, on injecte des produits de Oui. contraste, surtout le gadolinium, qui permet de rehausser certaines lésions. Donc, on ne peut pas le faire pour une femme enceinte. Ça veut dire qu'on va avoir des imprécisions diagnostiques à cause de la grossesse. Donc, clairement, le problème qui se pose, c'est est-ce que le fœtus pourra aller à maturité pour que l'on accouche la femme et on puisse récupérer le bébé en service de néonatologie de façon correcte
et en même temps ne pas nuire au traitement de la femme elle-même qui doit bénéficier de son traitement à temps. Donc ça veut dire que même la grossesse peut aller à maturité et qu'on ait un bébé mal formé. Non, un bébé prématuré. Prématuré, oh, d'accord. Le sujet, c'est la prématurité. Ce n'est pas les malformations, puisque le cancer n'a aucune sorte d'interaction avec le fœtus. D'accord. Donc, si on a une grossesse au premier trimestre, dans les 3 premiers mois, il n'est pas question qu'on attende la fin de la grossesse. Parce que ça fait quand même 6 mois à attendre. C'est trop long. 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, on peut attendre pour démarrer un traitement. Oui. On n'aura pas trop nuit à l'efficacité du traitement. Mais on ne va pas attendre 6 mois, ce n'est pas raisonnable. Donc, dans le premier trimestre, ce qu'on va dire surtout à la dame, c'est lui expliquer tout ça et lui conseiller vivement d'interrompre cette grossesse pour pouvoir entamer son traitement. Mais pour sauver sa vie d'une certaine façon. On n'y peut rien. Si le couple décide de maintenir la grossesse sera maintenue. Justement, j'allais vous poser cette question. Allons à la question extrême, docteur Komlan. Oui. Voici un couple qui a attendu des années pour avoir un enfant. Finalement, par la grâce de Dieu, l'enfant arrive. Et puis, on découvre qu'il y a un cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'il faut sauver la femme ou bien s'il faut laisser la progéniture qu'on a attendu, désirée pendant autant d'années venir? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous qui êtes expert en la matière, comment est-ce que vous les conseillez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin? Quel dilemme. Un vrai dilemme. Et quel triste sort. Heureusement, la nature s'acharne peu sur les hommes. Et dans ma pratique, j'ai pas encore vu de cas similaires et j'espère ne pas en trouver parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de dire à quelqu'un de choisir entre sa vie et la vie de son bébé et sa progéniture unique, peut-être. Mais est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir l'ovule de la femme, même pendant son traitement du cancer, et de conserver pour qu'après son traitement, elle puisse avoir des enfants? Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Alors, dans le cancer du col de l'utérus, il y a un seul type de ce cancer qui peut bénéficier d'un traitement conservateur. C'est le cancer qu'on appelle infraclinique, c'est-à-dire celui qu'on ne peut diagnostiquer qu'au microscope. Donc, c'est celui qu'on ne voit pas. Quand on a fait un examen colposcopique, la colposcopie, c'est un examen du col de l'utérus avec une loupe, mais une loupe bien grossissante qu'on appelle colposcope. Et avec cette loupe, on regarde le col et on voit des parties anormales qu'on prélève. Et là, le microscope du laboratoire d'anatomie pathologique va nous dire qu'il y a un cancer du col au stade 1A et 1A1. Donc, vraiment limité, une tumeur limitée au col et qui n'est pas invasive. D'accord. C'est dans ce seul cas qu'on va faire un traitement conservateur que l'on appelle la trachélectomie. Donc, c'est une opération qui consiste à enlever le col de l'utérus tout entier. Donc, on enlève le col et on laisse le reste de l'utérus, ce qui permet de conserver l'utérus. C'est des formes rarissimes chez nous, vu que la surveillance n'est pas encore aussi bien développée. Parce que les femmes viennent tardivement. Elles viennent tardivement. Et donc, la plupart du temps, ce que nous aurons, c'est des traitements bien plus lourds et bien plus mutilants, qui vont consister à procéder à l'ablation de l'utérus. Donc, oui, on peut conserver on peut imaginer de conserver les ovocytes de la femme et ensuite aller chercher une mère porteuse pour faire une fécondation in vitro. Bon, mais la législation béninoise n'est pas en faveur
des mères porteuses. La législation n'est pas contre la fécondation in vitro. Au contraire, il y a un cadre bien déterminé qui permet de faire la fécondation in vitro. Il y a d'ailleurs des unités de fécondation in vitro au Bénin. Tout à fait. Par contre, les mères porteuses, ce n'est pas encore légalement constitué. Donc, c'est une difficulté importante. Pour faire ça, il faudrait quitter le territoire. Pardon. Non, très vite. Juste une dernière question. Oui, non, pas une dernière question, justement. Okay. Le docteur, comme là, est revenu sur une notion. Vous avez répété la chose plusieurs fois. J'aimerais que vous clarifiez cela à nos téléspectateurs. Quand vous parlez de traitement lourd, le cancer ou bien les cancers sont des maladies où le traitement est lourd. Qu'est-ce que vous mettez dans traitement lourd? Alors, traitement lourd, parce que ça a un impact important sur le corps. Donc, la chimiothérapie, ça atteint profondément, ça ébranle l'état général. Donc, quand vous êtes sous chimiothérapie, vous avez des possibilités de perturbations sur plusieurs systèmes. Est-ce qu'on peut parler d'effets secondaires? Effets secondaires. Donc, c'est... est-ce que c'est même des effets secondaires? Ce sont des effets réels du traitement. Pas dans le sens d'effets indésirables, mais c'est vraiment des effets collatéraux. Parce que vous allez perdre vos cheveux, parce que vous allez avoir des plaies dans la bouche, parce que vous allez avoir des atteintes au niveau du foie. Rien n'est plus normal, en fait. Voilà. Tout est en difficulté. La radiothérapie vous expose à des rayons et ça vous donne un malaise, un mal-être pendant un temps. Cela crée des lésions sur les organes normaux qui sont autour de la zone tumorale. Et donc, vous avez des dysfonctionnements liés à ces atteintes normales. Vous aurez une chirurgie qui est gigantesque en termes de territoire emblavé. On ne va pas faire une simple hystérectomie, par exemple. On va faire une hystérectomie élargie au vagin et au ganglion. Donc, c'est une colpohystérectomie élargie avec lymphadénectomie. C'est tout le pelvis qui va être traité. Oui. Donc, c'est pas pareil. Et ça demande beaucoup de résilience pour le recouvrement. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est beaucoup d'argent. Derrière tout ça, il y a le nerf de la guerre. Et il y a des moyens colossaux qui doivent être mis en place. Déjà, le matériel de radiothérapie est un matériel sophistiqué, donc ça coûte. Il y a toute la logistique d'imagerie et de laboratoire derrière. Imagerie, c'est l'IRM, c'est le scanner, et il y a des scanners spécifiques. Et aussi, on peut également parler en termes de lourdeur, la mentalité de celui qui reçoit ce traitement. Parce qu'à chaque fois, il faut que toute une liste de médecins viennent chaque fois consulter cette personne pour lui dire, il faut faire ça. Est-ce que également l'accompagnement psychologique, il ne faut pas? Voilà. Et donc, tout ce qui est matériel, tout ce lourd arsenal va peut-être ou souvent impacter psychologiquement le patient qui a peur en plus. Donc, en plus de sa peur de mourir, puisque ne pas guérir voudrait dire périr des suites de la maladie qui ne sera pas guérie, il y a cette peur, il y a ce problème auquel va s'ajouter toute l'inconnue de l'armada qu'on va mettre en branle. Et effectivement, on a besoin de plusieurs spécialistes. Le gynécologue va passer, l'oncologue va passer, le cancérologue va passer, le radiologue va passer, le radiothérapeute va passer. Donc, tout ce monde
va venir discuter avec la femme, lui poser des questions, lui prescrire des médicaments. Il y aura des moments où peut-être on n'est pas d'accord avec tel traitement qu'on avait déjà mis, ou bien on a des problèmes. Les protocoles peuvent changer. On va changer de protocole. Je vais dire, la réponse de la maladie au traitement n'est pas celle qu'on attendait. On va dire, bon, on va reprendre des explorations, etc. Et tout ça, ça va impacter énormément la personne atteinte. D'où, vraiment, la lourdeur n'est pas un mot... c'est un petit mot pour qualifier, pour schématiser ce qui est subi et pas le malade, ses proches et tout le reste. Yasmine avait une dernière question, mais docteur, permettez-moi de vous retenir une minute sur ce plateau encore. C'est vrai que la médecine occidentale et la richesse patrimoniale africaine, bon, souvent il y a une opposition là. Mais docteur, est-ce que l'on ne peut pas explorer des pistes dans le traitement avec la tradithérapie de chez nous? Ah, une belle question. Sauf que on ne connaît même pas le cancer dans nos langues. N'est-ce pas? Moi, je suis fond, je ne connais pas le mot en fond qui décrit cancer. Ça veut dire que cette maladie, on ne la connaissait pas. Et ça m'étonnerait donc qu'on disposât de traitements endogènes à ce que l'on n'a jamais nommé. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'opposition, a priori, entre les remèdes modernes et les remèdes traditionnels ou intrinsèques. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, les remèdes locaux, quand ils sont efficaces, on ne prescrit pas, tout le monde connaît. Et ça marche. Et on couvert. Oui. Alors, je voulais savoir, quand est-ce qu'on fait recours à l'hystérectomie? Vous y êtes arrivé. Non, je ne comprends pas. C'est pas notre domaine à nous. Il faut laisser le spécialiste le dire. Oui. Alors, l'hystérectomie n'est pas la seule chose qu'on va faire. D'accord. Donc, l'hystérectomie, c'est le mot savant médical pour dire l'ablation de l'utérus. Donc, le radical hystéro s'applique à l'utérus. Donc, on fera généralement dans le traitement du cancer du col de l'utérus une hystérectomie élargie. C'est-à-dire qu'on va enlever l'utérus, une partie du vagin et souvent les annexes. Donc, on va enlever souvent les ovaires et les trompes. Et aussi, on va enlever les ganglions lymphatiques. Et à ce moment, on est sûr que la femme est moins exposée. Voilà, on est sûr qu'on l'a traité largement. Parce que il s'agit d'enlever tout l'espace, ou plutôt tout ce qui se trouve dans l'espace que l'on pense être menacé ou potentiellement contaminé par la tumeur. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que c'est large comme intervention. Donc, c'est large, c'est long, parce qu'on passe bien plus de temps. Ça prend 4, 5, 6 heures à faire ces interventions, au lieu de 1h30, 2 heures pour une hystérectomie simple. Donc, voilà un peu. Eh bien, docteur Agossou Komlan, vous constatez avec nous que le sujet est tellement intéressant pour nous, important pour les téléspectateurs également, qu'on a passé plus de temps que prévu et que d'habitude. Alors, on a bien envie de vous laisser partir, mais docteur, vous n'allez pas quitter ce plateau puisque nous sommes dans le mois d'octobre rose et on parle donc de lutte, du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Quand on parle de cancer du sein, tout de suite, nous venons de parler de long en large du cancer du col de l'utérus. Vous, avec votre permission, nous allons glisser légèrement vers le cancer de sein. Souvent aussi là, la question, c'est de savoir
le cancer du sein? Comment est-ce que cela survient? Quelles en sont les causes? Alors, par contre, le cancer du sein n'est pas un cancer infectieux. Donc, c'est une maladie cancéreuse aussi, mais qui survient chez des personnes qui ont des facteurs de risque. On va revenir encore avec le tabagisme, on va revenir, mais cette fois-ci avec l'alcool. On va revenir avec les questions d'alimentation. On va revenir avec la pollution. Question d'alimentation, ça veut dire la manière de s'alimenter. L'homme comme la femme, mais parce que quand on parle du cancer du sein, c'est l'homme comme la femme. Oui, il y a le cancer du sein aussi chez l'homme. Ce qui est rare, mais ça existe. Pas autant que chez la femme, parce que la glande mammaire chez l'homme est bien plus rudimentaire. Elle n'est pas souvent très développée. Mais il paraît que ça frappe plus, ça tue plus vite l'homme que la femme, le cancer du sein. Oui, évidemment, quand vous avez une maladie sur un organe rudimentaire, vous comprenez qu'il y a une activité extraordinaire. On conçoit que la glande mammaire chez la femme puisse porter un cancer puisque la glande est bien développée. Il y a beaucoup de cellules qui sont en train de se développer. Parce qu'en fait, il faut comprendre bien que le cancer, c'est une maladie qui est liée à la mort cellulaire. D'accord. Vous savez que... Non, peut-être vous ne savez pas. Comment je vais dire ça? Nous vivons et nous gardons notre forme globalement de façon proportionnée parce que nos cellules se développent, mais elles meurent. Leur mort est programmée. Bien sûr. Ça se conçoit bien. Sinon, en fait, on aurait des prolongements qui vont naître de partout. Donc, les cellules meurent et se renouvellent. Voilà. Le renouvellement, il y a des cellules souches, des cellules de base qui génèrent une cohorte de cellules qui grandissent et qui viennent à la surface, qui maintiennent le statu quo pendant le temps de leur vie. Ces cellules vont mourir et d'autres vont les remplacer. Et c'est un processus qui est bien planifié dans le corps humain. Sauf que quand le cancer va naître, c'est parce que ce processus devient perturbé. Et les cellules naissent, grandissent, continuent à se multiplier et ne meurent plus. On parle de multiplication anarchique des cellules. Ça ne respecte plus ce qui est prévu. Et c'est ce qui va créer la tumeur. Ça va créer des prolongements. Les ganglions dont on parlait. Les ganglions... Les boules dont on parlait. Voilà, ça va créer une tumeur, en fait. Donc, ça va créer une masse à un endroit parce que c'est concernant un tissu précis que la perturbation a lieu. Donc, c'est ce qu'on va constater également dans la glande mammaire. Et on va constater, en premier lieu, une boule petite au niveau du sein. Ça ne fait pas forcément mal. Ça fait même rarement mal. Le cancer du sein débutant, ce n'est pas une maladie douloureuse en soi. Éclairez-nous un peu. La jeune fille, quand elle pousse les seins, généralement, on a souvent une petite boule que les mamans disent même de masser jusqu'à ce que ça disparaisse. Est-ce que c'est cette boule qu'elle a toujours qu'il donne le conseil? Oui, non. D'accord, expliquez-nous alors. Alors, quand on parle de boule, la petite fille, ou je vais dire la femme en devenir, d'abord a une glande mammaire rudimentaire. Maintenant, à l'âge de la puberté, les contingences hormonales vont déclencher le développement de la glande mammaire. Donc, les seins vont commencer à pousser. Oui. C'est l'activité
de... Des hormones? Non, c'est l'activité des cellules D'accord. mammaires pour le développement du sein qui est remarqué sous forme de boule. C'est la glande qui est en naissance. Il y a un amas de cellules qui se développe, qui se développe, qui se développe. Et c'est la glande mammaire initiale qui est touchée comme un renflement sous la peau. Et après, ça va continuer à se développer, la peau va se distendre et la glande va prendre forme de plus en plus grand et de plus en plus important. C'est tout. Et il n'est pas question non plus d'aller casser une quelconque boule, c'est de la maltraitance. D'accord. Tout bonnement. C'est de la maltraitance. Il n'y a aucun intérêt à faire ces trucs à nos filles. Oui, quelle est la différence de cette boule et la petite boule dans le sein qu'il faut craindre? Voilà, cette boule, j'ai dit que c'est la glande naissance. La glande naissante, plutôt. Donc, c'est le sein qui est en train de naître. C'est ça qui est sous forme de cette boule que vous Donc, ça n'a remarquez. rien à voir avec la boule en grippe cancéreuse. Tout de suite, non. Ce qui a comme lien, c'est que c'est bien cette boule qui s'est développée pour donner le gros sein. Et c'est au sein du gros sein que va naître un cancer. Et le cancer sera une petite boule au sein du sein. D'accord, docteur. Maintenant, je voudrais que vous puissiez éclairer un peu les téléspectateurs. De plus en plus, on apprend que sucer les seins d'une femme de plus en plus protégerait contre le cancer du sein. Est-ce vrai? Ça relève plus de la fable que de la réalité. Non, mais docteur, on va remettre les choses dans leur contexte. C'est sûr que la majorité, ou bien en tout cas certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices ont vu cette vidéo circuler. Ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Il y a même des affiches actuellement qui circulent. Où c'est une femme qui dit, à l'issue d'une séance de palpation et de sport et tout, ah ben voilà, laissez monsieur faire, laissez-vous faire, mesdames, sinon voilà, il y aura problème, il faut y aller. Alors, quelle est la vraie information, docteur Komlan? Voilà, la réalité est simple. C'est la grossesse qui protège la femme contre le cancer du sein. Ah oui? La glande mammaire est une glande à maturité retardée. Alors, quand on dit maturité retardée, nous, scientifiquement, voilà ce qu'on est en train de dire. La configuration finale de la glande mammaire, donc sa composition et sa structure finale, ne sont obtenues que quand la femme accouche. Parce que tant qu'elle n'a pas accouché, son sein n'a jamais produit de lait. Okay. Alors, pour produire du lait, eh bien, le sein va se développer jusqu'à terme et se spécialiser dans la production de lait. C'est son étape finale. Donc, avant ça, le sein est toujours considéré immature. Et il l'est, parce qu'il n'a pas encore atteint sa pleine fonction. D'accord. C'est comme un être humain. Un être humain, il naît, il est nouveau-né, il est nourrisson, il est enfant, il est grand-enfant, il est pubère, puis adulte. Et quand il est adulte, il détient tout ce qu'il y a comme capacité, comme fonction de l'être humain. Surtout les fonctions reproductives. Donc, vous comprenez que on puisse parler de maturité. Et dans la période précédant la maturité, il y a la croissance. Et la croissance est caractérisée par la multiplication des cellules. S'il n'y a pas de multiplication cellulaire, il n'y a pas de défaut. D'accord. Donc, le cancer naît toujours dans les tissus en développement. C'est pour ça que le cancer du col
le cancer du sein oui. sera plus fréquent chez les femmes qui n'ont jamais accouché. Donc, elles n'ont jamais porté de grossesse jusqu'à plus de 6 mois. Parce que lorsque la grossesse dépasse 6 mois, le sein se mature. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas comme un problème? Il y a des femmes qui ont eu à faire des enfants, mais qui se retrouvent avec le cancer de sein, alors que vous venez de nous dire que c'est la grossesse qui protège du cancer de sein. Évidemment, sinon toutes les femmes auraient un cancer du sein. Heureusement. Et c'est parce qu'elles accouchent, pour la plupart, qu'on constate... Je crois qu'elles vont toutes tomber enceintes là. Oui, mais comment se fait-il que celles qui sont tombées enceintes, qui ont fait des enfants, ont également le cancer du sein? Oui, mais pas toutes. Très peu. Le cancer, bien sûr, en dehors du facteur protecteur de la grossesse, il y a d'autres facteurs. Il y a les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, par exemple, on sait qu'il y a des gènes qui codent pour le cancer du sein et qui sont transmis dans la lignée matriarcale. Oui. Donc, quand la mère a eu un cancer du sein, sa fille peut craindre d'en avoir. Oui. Sa nièce, sa cousine peut craindre d'en avoir. Ce n'est pas héréditaire, mais ça se transmet. D'accord. Ce qui est héréditaire, c'est ce qui est sûr. Ce qui devient génétique. C'est comme la drépanocytose. La drépanocytose est héréditaire parce que si vous héritez des gènes de drépanocytose, vous exprimez la maladie forcément. D'accord. Par contre, les gènes du cancer du sein ne sont pas d'expression automatique. D'accord. On va faire une reprécision. Au départ, nous avons parlé du cancer du col de l'utérus, qui est le résultat des infections. Ça, vous l'avez dit. Bien. Mais le cancer du sein ne survient pas à la suite d'infections. Et que la grossesse protège majoritairement contre le cancer du sein. Alors, docteur, au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a, à part la grossesse, je ne dis pas que ce matin vous avez demandé à toutes les femmes de tomber enceintes et que les messieurs n'ont qu'à se mettre au travail. Mais bon, maintenant, après tout ça, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter la maladie? Alors, il y a des comportements sains qui ont toute leur valeur. C'est manger équilibré, c'est-à-dire 5 fruits et légumes différents par jour. C'est ce qu'on enseigne aux enfants à longueur de télé. Pas à longueur de journée. C'est à longueur de tant télé. que vous regardez la télé, vous avez l'information. Voilà. Ça passe après chaque petite émission chez les enfants. J'aurais souhaité que cela puisse passer aussi après les émissions pour les adultes. Tout à fait. Parce que c'est important que l'on puisse prendre cela en compte. Mais docteur, est-ce que vous pensez que, c'est une digression que j'introduis comme ça dans la chose, est-ce que vous pensez que ça suit vraiment? Est-ce que les adultes ont le temps de s'adonner à ce plaisir de déguster 5 fruits et légumes par jour? Vous avez les préoccupations de tous les jours, les gens vont vous dire, mais moi j'ai déjà trop de soucis, j'ai même pas l'argent pour manger un plat par jour, vous me demandez 5 fruits et légumes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type d'éducation il faut mettre en place pour changer la donne? Voilà. Dans la vie, il y a des choix qu'on fait. On peut choisir d'ignorer une information qui est bonne pour soi, mais ensuite, on ne s'en plaindrait pas. Et c'est dommage, ou ce sera dommage, que l'on ne puisse pas prendre sérieusement en compte des informations qui permettent de mieux vivre ou de vivre en meilleure santé. Et donc manger 5 fruits et légumes par jour, c'est manger une banane, c'est manger une pomme, c'est manger une orange, c'est manger du haricot, c'est manger une carotte, c'est manger un peu de concombre. On a fini dans la journée. Et ça, c'est possible. Avec 600 francs. C'est à portée de toutes mains. Si on se focalise sur la question, on peut le réaliser.
Yasmine vient de dire, avec 500 francs, vous avez réglé ce problème. Ouais. Mais Voilà. moi, je dirais même si vous rencontrez la vendeuse de carottes dans la rue, même avec 100 francs, 200 francs, vous pouvez vous acheter une carotte. Voilà. Et l'autre truc, c'est de faire de l'exercice physique. D'accord. Ça maintient en bonne santé. Du sport. C'est du sport. Et Et palper ses seins de temps à autre. chacun est libre de choisir l'activité physique qui lui convient. On n'a pas dit à tout le monde d'aller s'exercer comme comme Mbappé ou je ne sais pas qui. Ceux-là, Ou bien Iron Baby. Voilà. ils ont des objectifs bien plus importants. Et malheureusement, c'est l'alibi que prennent la plupart de ceux qui ne veulent pas s'exercer. Ils vont dire que mais moi, à mon âge, moi, avec mes difformités, moi, avec mes handicaps, moi, je ne peux pas aller courir comme ça, je n'ai pas si. Or, un sport, il y en a toujours un qui est à votre portée et c'est celui que vous aimez. La marche, Donc, par exemple. Marcher est une chose qui fait du bien. Marcher une demi-heure par jour, tous les jours, ça vous déstresse, ça relaxe et en même temps, ça vous maintient en bonne santé. Au-delà de cela, il y a l'alcool. Les recommandations voudraient qu'on limite. Un verre. Non, je ne vais pas donner de quantité. Les recommandations veulent qu'on limite le plus possible. La science prescrit qu'on n'en consomme pas du tout. L'alcool n'apporte rien de bien. À l'organisme. À l'organisme, rien de bien. Donc, s'en priver n'est pas, c'est pas un crime. C'est vraiment rien de perdu. La cigarette, ne pas fumer, ne pas enfumer les gens. C'est deux choses. Ne pas fumer, ne pas enfumer les gens. Parce qu'il y a des fumeurs actifs et des fumeurs passifs. Et les fumeurs passifs sont les Exposés. les plus vulnérables. Parce qu'ils ne fument pas, plutôt ils inhalent tout. Oui, mais docteur, voilà encore un autre problème dans notre environnement. Vous sortez du bureau, bien vous avez envie de vous détendre, vous arrivez dans un environnement, il n'est marqué nulle part non-fumeur, espace non-fumeur, et puis c'est la dame à côté qui, paf, ça y est, ou bien c'est le monsieur qui, paf, ça y est. Moi, ça m'est arrivé personnellement il y a quelques jours. J'ai dû, quitter les lieux, ça fumait baguette sur baguette. Et donc, moi, je ne fume pas, mais j'inhale. Est-ce que je tombe malade? Oui. Je suis exposé. J'inhale, je suis plus exposé que la personne qui fume. Parce que la personne qui fume, elle exhale. OK. Elle prend la bouffée et elle rejette la fumée. Pendant que vous ne prenez rien, mais toute la fumée, vous mettez dans vos poumons. Et donc, ça va se déposer avec les déchets là-bas. La quantité de toxiques que vous incorporez est bien plus élevée que la personne qui fume. Donc, si vous restez auprès d'une personne qui fume et que vous n'êtes pas fumeur, vous êtes plus exposé et peut-être que c'est vous qui allez développer la maladie. Parlons des hommes. Yasmine a évoqué la question tout à l'heure. Avant d'arriver aux hommes, je voudrais qu'on puisse évoquer le cas, parce que le docteur parlait tout à l'heure, le cas de ces femmes. Vous dites tout à l'heure qu'il faut laisser arriver à maturité. Et le cas de ces femmes qui refusent d'allaiter leur enfant, ou après accouchement, le bébé décède. Elles font comment? Est-ce que ces femmes sont également exposées ou elles sont à l'abri? Il n'y a pas de souci. J'ai bien dit que c'est l'accouchement qui protège contre le cancer du sein. Ce n'est pas le fait de téter, mais c'est le fait de porter la grossesse à maturité, ce qui fait que le sein va se maturer. La glande mammaire va se transformer en une glande mature. Et cela limite la prolifération de cellules au sein de la glande mammaire. Donc, c'est surtout ça qui est la notion à retenir. Et à quel moment, après accouchement, cette femme vient à palper ses seins pour se protéger ou diagnostiquer qu'elle n'a pas une boule dans le sein? Alors,
Le dépistage du cancer du sein, Oui. le dépistage efficace, c'est la mammographie, D'accord. qui peut être complétée par une échographie mammaire. Alors la mammographie, c'est une radiographie des seins. Donc c'est une technique de radiographie qui permet de déceler les lésions les plus petites au niveau du sein. Ça se fait dans tous les hôpitaux? La mammographie se fait dans les centres de radio. D'accord. Donc, tous les centres de radio ne disposent pas forcément d'un appareil de mammographie qu'on appelle mammographe. Mais les grands centres en ont et les centres de radiologie privés aussi en disposent pour certains. D'autres n'en ont pas. La palpation est donc conseillée, mais il faut aller vraiment checker ce qui ne va pas. Voilà. La palpation, c'est l'étape personnelle. Ok. Donc, c'est l'étape entre les mammographies. Et Donc, entre les mammographies, c'est quelle durée? Entre les mammographies, c'est 3 ans. D'accord. Entre 2 mammographies, c'est 3 ans environ quand on n'a pas de facteur de risque avéré. Dès qu'on est maman, on peut attendre 3 ans pour aller le faire. Oui, parce que ça veut dire qu'on en fait avant. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on en fait avant la grossesse et après l'accouchement, 3 ans ou plus tard après la mammographie, il faut refaire une nouvelle mammographie. Alors, docteur, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour un petit peu regresser ou bien diminuer le taux de femmes atteintes de cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, bien sûr? Alors, pour le cancer du col de l'utérus, il y a un programme national en cours pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Docteur Komlan Agossou, avant que nous ne revenions sur le programme national, on avait prévu appeler donc le docteur Sidi Imourou. Voilà, il est en ligne, en direct dans cette émission. Le professeur Imourou, Sidi, vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique. Vous êtes professeur des universités de CAMES. Bonjour et bienvenue dans cette émission 5 sur 5 matin. Bonjour, chers journalistes. Bonjour au docteur Agossou et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, le docteur Agossou nous a entretenu sur le sujet le cancer du col de l'utérus et nous parlons actuellement du cancer du sein. Nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose oblige. Professeur Sidi, on en parlait de palpation, on en dit que si on palpe, on peut déjà déceler quelque chose. Le docteur Komlan parle de mammographie et tout. Alors, avec vous, nous, on voudrait savoir réellement, à part, qu'est-ce qui réellement et concrètement amène le cancer du sein et pourquoi cela se multiplie-t-il davantage et de plus en plus dans notre cité? Merci, monsieur le journaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Donc, c'est un cancer qui dépend en tout cas de l'oestrogène que la femme a dans son organisme. Mais c'est sûr qu'il a des facteurs de risque et lorsque ces facteurs de risque sont présents chez une femme, il est très très important d'être attentif par rapport à cette femme et puis de faire le dépistage, d'organiser le dépistage dans ces cas-là. D'accord. Alors, docteur, professeur Sidi, dites-nous, quand on parle de dépistage, à quel moment la femme doit penser aller le faire? Il existe plusieurs types de dépistage. Oui. Déjà, normalement, je voudrais commencer par les femmes qui sont un peu plus âgées, oui. À partir de 49 à 50 ans. Oui. La femme doit aller voir son médecin pour le dépistage. Donc, le gynécologue va prescrire ce qu'on appelle la mammographie de dépistage. Et c'est une mammographie qui sera faite tous les 2 ans. Et ça va permettre, de façon précoce, éventuellement de mettre en évidence les lésions débutantes du cancer du sein.
en dehors de ça, il y a l'autopalpation dont vous avez parlé. Oui. Normalement, chaque femme doit connaître son sein. Et chaque mois, elle doit palper ses seins pour s'assurer qu'il n'y a pas des anomalies qui commencent, qu'elle pourra défiler au niveau de ce sein-là. Et il y a aussi une troisième chose qui est très très importante. Oui, dites-nous, docteur. C'est l'examen annuel chez le gynécologue. Normalement, toute femme, même si elle est en bonne santé, elle n'a aucun signe. Elle doit chaque année aller voir son gynécologue et se faire examiner. Et à l'occasion de cet examen systématique, le gynécologue ou la sage-femme, il a beaucoup de sages-femmes qui le fait très bien, va s'atteler à examiner correctement le sein et s'assurer qu'il n'y a pas de lésion qui commence au niveau du sein. Et ce ne sera pas seulement le sein. Et pour ce qui concerne la femme au cours de cet examen systématique-là, le gynécologue ou la sage-femme doit essayer de voir si tout va bien, y compris le col. D'accord. Profiter et faire le dépistage du cancer du col aussi. Alors, docteur, professeur Sidi, nous parlons de sensibilisation. Nous savons que actuellement vous êtes en pleine sensibilisation. Quel type de sensibilisation mettez-vous en place et quelle politique est mise en place pour que dans les contrées les plus reculées de notre pays, les populations puissent entendre parler de cette maladie et des dispositions à prendre? La sensibilisation, elle est très très importante parce que jusqu'à l'heure actuelle, le cancer n'est pas bien connu. Les premiers signes de cancer ne sont pas bien connus des populations. Et actuellement, par rapport au cancer du col, par exemple, au nord du Bénin, il y a, avec l'aide de la Fondation Claudine Talon, il y a la sensibilisation qui a été faite de façon très large. La sensibilisation au niveau des masses médias, même au niveau des gongonneurs publics, excusez-moi d'utiliser. Oui, bien sûr. Ils sont les premiers canaux de communication dans nos villages. Donc, même actuellement, on essaie de toucher les femmes avec des messages, des SMS, pour qu'elles puissent venir à faire le dépistage par rapport à ces cancers-là. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut commencer par en parler tôt. D'accord. Pourquoi pas au niveau déjà des collèges, pour que ces jeunes filles qui vont grandir puissent être déjà informées par rapport à ces cancers-là. D'accord. Professeur Sidi Imourou, merci d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gynécologie obstétrique. Vous êtes intervenu en direct dans cette émission. Bonne continuation de sensibilisation à vous et surtout que vos efforts portent des fruits. Merci beaucoup. Alors, on revient sur ce plateau. Professeur Komlan, vous parliez donc d'un dispositif national qui est mis en place. Oui, alors, donc pour le cancer du col de l'utérus, il y a un dispositif national qui maille pas encore assez bien le territoire, mais c'est un maillage quand même important. Il y a un point dans le littoral, il y a un point dans le Zou et il y a un point dans le septentrion. Ce qui fait que on fait le dépistage du VPH, donc le virus de la papillomatose humaine, pour les femmes. Et lorsque le test est positif, c'est en ce moment que la femme sera examinée au niveau du col pour rechercher la présence d'une lésion précancéreuse. S'il y a une lésion précancéreuse, elle sera traitée immédiatement si c'est possible, ou elle fera l'objet d'un recours à une colposcopie, une biopsie, puis le diagnostic définitif, et il y aura un traitement peut-être chirurgical derrière. Donc, pour le col de l'utérus, les choses sont en train d'être complètement mises en place, et il y a l'intention de passage à l'échelle dans un délai incessamment, ça va se faire. Okay. Bon, le plus difficile, c'est le sein.
Parce que pour le sein, il faut que le dépistage soit un dépistage holistique. Étant donné qu'on ne sait pas diagnostiquer la tumeur du sein en phase pré-cancer, donc on fait un diagnostic précoce en fait. Donc la stratégie de dépistage dans le cancer du sein, c'est une stratégie de diagnostic le plus précoce possible. Et donc, elle ne peut pas être basée sur l'auto-examen du sein. Parce que l'auto-examen du sein, c'est découvrir une tumeur. Et découvrir une tumeur, aussi petite que la tumeur puisse être pour être découverte, il faut qu'elle ait la taille d'un doigt. Sinon, vous ne la percevez pas. D'accord. Donc, ça dépasse le centimètre. Et déjà, c'est une grande maladie. Donc, le traitement va être plus difficile, plus difficilement curable. Et il faut une grande course contre la montre. Ce qui fait que, un instant, ce qui fait que il y a un intérêt donc à faire un programme axé sur la mammographie et derrière une sensibilisation, mais surtout une systématisation. Parce que pour que les gens y arrivent ailleurs, ils ont dû en arriver jusqu'à adresser des courriers personnels à chaque femme concernée, à intéresser tous les médecins, y compris les médecins de famille, les médecins généralistes. Donc, le maillage pour le cancer du sein est vraiment un maillage complexe qui peut être efficace. Autrement, on va faire beaucoup d'efforts, mais on n'aura pas forcément les résultats attendus. Docteur Komlan, franchement, nous avons été, je dirais, bénis de vous avoir eu tout ce temps sur ce plateau, mais on va pas quitter le plateau sans revenir sur cette question. Est-ce qu'il est arrivé déjà que des hommes, petit h, hommes, sexe masculin, voilà, souffrent du cancer du sein? Oui, c'est une maladie qui existe, qui n'est pas si fréquente que ça, raison pour laquelle elle est assez méconnue. Et c'est une maladie qui est traitée par les chirurgiens spécialistes d'urologie. Donc, c'est les urologues, andrologues qui traitent le cancer du sein chez l'homme. Et dans ce cas, il faut que l'homme a également fait sa mammographie chaque 3 ans? Non. Voilà, c'est la question, ça. Non. L'homme, qu'est-ce que l'homme va palper? Qu'est-ce qu'il a à palper? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui. Alors, c'est pas mon secteur. Je comprends. On aura un urologue sûrement avant la fin du mois d'octobre pour parler sur ce plateau du cancer du sein chez l'homme. Docteur, c'est vrai, on a parlé de tout ceci. On a peut-être semé la psychose, mais est-ce qu'il y a un message d'espoir? Est-ce que le cancer du sein se guérit dans une certaine mesure? Alors, le cancer du sein découvert tôt est à portée de main. On peut guérir du cancer du sein, bien sûr, et beaucoup de femmes sont guéries du cancer du sein. D'accord. Je sais de par l'expérience. D'accord. Alain, je voudrais également préciser à la suite du docteur que les femmes aillent faire leur mammographie chaque 3 ans et leur dépistage du cancer du col de l'utérus chaque année, s'il le faut. Mesdames, et messieurs, c'est plus vite on le sait, mieux on l'a dit, on va encore le répéter, sensibilisation, levons-nous, accompagnons nos femmes, nos sœurs, nos enfants, nos filles, nos amis. Mobilisons-nous autour des femmes surtout et allons les aider, aidons-les à faire donc le dépistage précoce et pour qu'on n'ait pas à dépenser des millions et des millions dans cette maladie. Et oui, ce n'est pas toujours facile, ce n'est jamais agréable. Docteur, merci beaucoup. Et merci d'être disponible pour nous. Allez,